La politique de De Villepin au niveau national, enfin on va y être. Enfin il va commenter ce rapport. Qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce que tu l'as lu? Je l'espère. Écrit le rentrisme ou tentative d'entrisme dans le sport, les associations, le secteur éducatif. Est-ce que pour vous, il y a un vrai risque pour la République démontré par ce rapport, ou est-ce que vous considérez, comme Jean-Luc Mélenchon, pour reprendre ces termes, que, ouvrez les guillemets, l'islamophobie a franchi un seuil avec ce rapport et le Conseil de défense organisé par le président de la République pour élaborer des mesures pour lutter contre Conseil de l'entrisme des défense frères quand même. musulmans? Hein. Waouh. Il y a un risque concernant l'islamisme qu'aucun d'entre nous ne devrait ou ne doit sous-estimer. Ce risque, il n'est pas seulement celui de l'entrisme. Il est aussi, on l'a analysé il y a quelques années, celui du séparatisme. Et il y a d'autres menaces, on le sait, concernant l'islamisme en prison, l'islamisme sur le net. Attention de ne pas se focaliser sur une seule dimension au risque finalement d'être surpris par d'autres développements. Il y a un risque. Ce risque, il faut le prendre en compte, d'autant plus qu'il y a la tentation chez certains de vouloir substituer à la loi de la République la loi coranique. Ça, c'est bien évidemment inacceptable. Ceci dit... Donc, comme Bruno Retailleau dit, l'objectif des frères musulmans, c'est d'imposer la charia en France. Il a bien posé les termes du débat Monsieur Retailleau, comme un certain nombre de gens autour de lui, ont tout fait pour dire à ce rapport ce qu'il ne disait pas. Donc, je souhaite d'abord corriger ce rapport. Ah bon? Ce rapport circonscrit la menace qui existe aujourd'hui à quelques mosquées. C'est environ 5%. 7% des lieux de culte, dit ce rapport. 5 et 7%. En plus, moi, je comprends pas la France. Moi, je l'avais dit jeudi, on a des outils juridiques pour les faire fermer ces mosquées. Supposons que c'est des mosquées radicales. Une mosquée, ouais, c'est ça. Mais frérot, dans les 7%, si tu veux les fermer, mais ferme-les. On a déjà vu les Darmanin. À l'époque, Darmanin, il avait déjà claqué des doigts pour faire fermer des mosquées. Pourquoi il a fallu attendre le rapport, genre... Pourquoi vous accélérez pas la cadence? Comme ça, on va pouvoir enfin parler du pouvoir d'achat ou des choses comme ça, genre. Moi, je comprends pas comment fonctionne ce pays. Hein. Je sais pas. Salut, Yo Kendrick, ça va ou quoi? C'est des associations sportives. Si les calculs d'une chaîne concurrente sont justes, c'est 0,02% des associations sportives de notre pays. C'est environ entre 800 et 1000 personnes et un budget de 500 000 €. Donc c'est quoi, un risque excessif? C'est ça? Enfin, au fond, on en fait trop par rapport mais je ne suis pas sûr par rapport à la réalité du danger. Je ne suis pas sûr qu'on regarde partout là où il faudrait regarder. Donc, il y a une menace. Le président de la République, d'ailleurs, il ne vous a pas échappé, a renvoyé Bruno Retailleau revoir sa copie. Et il ne faut pas saisir les occasions pour stigmatiser une communauté. Nous avons 7 millions et un peu plus de musulmans dans notre pays. Stigmatiser une communauté pour Mais qu'est-ce qui stigmatise les actions... une communauté? Parce que quand on parle des frères musulmans, on parle bien d'islamisme. On ne parle pas d'islam, on ne parle pas des Français de confession musulmane qui pratiquent leur foi. Oh, Jamel, s'il te plaît, pas nous. On parle pas d'islamisme, là. Là, vous savez très bien, vous parlez de qui, les gars, quand vous sortez ce type de rapport? Arrêtez. Oh. Oui, mais dans le mais vous voyez bien comment... Oh, merci Kava pour le raid. Bienvenue aux viewers de Kava. Il faisait quoi? Stream IRL à Tokyo, jour 3, final arc. Merci, bonjour. J'espère que vous vous intéressez à la politique, les viewers de Monsieur Cavalest. Débat politique, nous voyons bien comment le débat politique dérive assez facilement de l'un à l'autre. Est-ce que vous considérez, par exemple... Attendez, monsieur Guiomel. Un problème de forme d'abord. Un problème de forme. Ce rapport, c'est un rapport, au départ, tout à fait confidentiel, qui a été publié dans un journal, Le Figaro, futé surtout, sans préavis, en quelque sorte. Cette publication, clandestine ou... Oui, mais met en cause la sécurité d'un certain nombre de personnes qui ont participé à ce rapport, qui sont mentionnées dans ce rapport. Et surtout, cette publication hâtive, avant que véritablement on ait pu... C'est une version expurgée qui a été publiée. Oui, donc, je ne crois pas qu'il y ait de danger pour la sécurité nationale. met en risque les politiques et l'efficacité des politiques que nous entendons mener. Et en conséquence de quoi j'ai beaucoup de mal à accepter que dans l'État français, on puisse agir ainsi à la veille d'un Conseil de défense. Pourquoi traiter dans un Conseil de défense des documents qui se retrouvent dans le Figaro la veille? Donc, je demande à M. Retailleau ce soir, solennellement, de bien vouloir faire un article 40, de façon à ce que nous sachions qui a donné ce rapport au Figaro qui s'est retrouvé... Mais c'est lui-même, mon gars. Article 40 de quoi, frérot?
C'est lui qui a fait fuiter tout ça. C'est lui, Dominique de Villepin. Ne sois pas naïf, mon ami. À la une de ce journal. Mais Dominique de Villepin, Moi, monsieur... pardonnez-moi, mais là, il y a un petit peu d'hypocrisie dans Non, cette demande, puisque, au fond, aucune. le président de la Aucune. République, précisément, a manifesté son mécontentement à l'occasion de ce Conseil de défense parce qu'il suspectait Bruno Retailleau d'avoir lui-même donné ce rapport au Figaro. Je suspecte les services de M. Retailleau. Oui. Je n'arrive pas à imaginer que M. Retailleau puisse jouer avec des sujets aussi graves. En tout état de cause. Ça, c'est une fausse, c'est une, Non. comment dire, c'est une Non. interrogation rhétorique, ça. Non. Quand on sert l'État, on ne fait pas fuiter des documents confidentiels. C'est vrai. Quand on sert l'État, C'est on vrai. veille à traiter avec confidentialité et mesure des documents confidentiels. Donc, vous demandez, ce soir, article 40. Je souhaite que l'on sache qui a fait fuiter. Et je pense que le président de la République a bien fait de frotter les oreilles de ceux qui l'estimaient être responsables de Dominique cela. de Villepin, sur les propositions pour lutter contre cet entrisme, plusieurs propositions ont été faites, notamment celle par un autre ancien Premier ministre, Gabriel Attal, qui d'ailleurs persiste et signe aujourd'hui dans les colonnes du Parisien et souhaite interdire le voile pour les filles de moins de 15 ans. Est-ce que c'est une bonne proposition? Est-ce que vous êtes favorable à cette proposition de Gabriel Attal? Allons jusqu'au bout du raisonnement, Monsieur Duhamel. Faut-il interdire les premières communions avec les cérémonies en eau blanche? Faut-il... C'est pareil de voiler une petite Faut-il fille et de faire sa communion? On lui demande son avis au petit garçon, à la petite fille. Est-ce qu'il faut interdire la circoncision? Est-ce qu'il faut interdire la kippa? Vous Mais voyez, vous voyez les gars, en plus on avait écouté l'interview de Zemmour par rapport à ça, parce que Ruffin il avait dit est-ce qu'il faut interdire le baptême, etc. Mais la question elle se pose les amis, je suis désolé. Parce que Zemmour il avait dit que ouais la France c'est d'une culture chrétienne, je ne sais pas quoi, bon peu importe. Mais la question se pose quand même, si tu veux interdire le voile pour les filles de moins de 15 ans, faut remettre en question beaucoup de choses en fait. Le catéchisme, le baptême, la communion, la confirmation, la circoncision, bon les trucs sur le judaïsme, etc. Malheureusement je connais pas les mecs, mais oui, la question peut se poser. Donc Ruffin, il avait pas tort par rapport à cette interrogation, même s'il s'est fait tomber dessus par Zemmour, peu importe. Mais là, Villepin, il en remet une couche. Il a raison de poser le débat. Il a raison de poser le débat, genre. bien que si Le symbole est le même, Dominique de Qui Villepin, parle, sur pareil un aussi. voilement qui est Mais imposé aux petites ce filles sont- et des pratiques religieuses, quoi ce qu'on en sont pense. des pratiques religieuses, ce sont des signes religieux. Si on pousse jusqu'à l'absurde le raisonnement qui Ouais, est ainsi fait, Exactement. eh bien nous voyons d'abord que tout cela est ridicule et nous voyons Voilà. surtout que tout ça est inapplicable. Mm. Et donc, je crois qu'avant de faire ces propositions, parce que nous sommes là dans ce qui est aujourd'hui le plus mauvais jour de la République. Ces propositions, on les voit fleurir tous les matins. Ouais. Alors un jour, c'est les peines planchées, on sait tous que les peines planchées ont échoué. Un autre jour, c'est la suppression de l'argent liquide. Un autre jour, c'est une prison dont le projet existe depuis 2017. Ah, mais c'est vrai qu'on est tellement dans l'absurde. C'est Darmanin qui avait proposé ça, les mecs. Pour stopper le trafic de drogue, il voulait supprimer l'argent liquide. Supprimer l'argent liquide, les mecs, mais what the fuck? What the fuck? Mais on est où là? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ces propositions là, bordel? C'est quoi ça? Cette République On est dans South Park, les mecs. des mauvaises idées, des mauvaises formules, qui n'ont pas d'autre but que de se mettre en valeur, je crois qu'il faut en limiter Dominique de l'exercice. Villepin, est-ce que le voilement des La petites filles... question de Attendez, non, l'islamisme. s'il vous plaît, La s'il vous plaît. question de Est-ce que l'islamisme. Dominique de Villepin, est-ce que le voilement des petites filles est le signe d'un intégrisme islamiste radical? Mais, Monsieur Duhamel, La question dans de notre fou. pays, dans notre République, ce n'est pas à moi d'apprécier si le voile... Sur des fillettes? Monsieur Duhamel, ce n'est pas à moi d'apprécier, je ne suis pas couturier, je ne vais pas aller mesurer la taille du voile. C'est pas une Je- question de couture, là. C'est une question, pardonnez-moi, mais vous rentrez... d'égalité femmes-hommes et de savoir ce que l'on est susceptible d'imposer à des fillettes. Nous rentrons dans la sphère privée Bah ouais. et nous Mais il rentrons est fou du dans mal, ce qui est le Jamel. champ de la laïcité. La laïcité, qu'est-ce qu'elle prévoit? La possibilité pour chacun de croire ou de ne pas croire. Et elle prévoit que s'il y a des pressions pour forcer quelqu'un à ne pas croire, Ouais. pour forcer quelqu'un à porter un voile, eh bien, la loi de 1905 est là pour Dominique de protéger. Villepin, sur la loi de 1905 et effectivement sur ces pressions, il y a déjà un arsenal juridique qui permet de le sanctionner, mais Oui, je mais repose ma question. Un arsenal juridique particulièrement efficace puisqu'il prévoit des sanctions pénales. Dominique de Villepin, est-ce que le fait de voiler une petite fille, est-ce que c'est le signe d'un intégrisme islamiste? Ça peut être le signe d'un intégrisme islamique, ça peut être un choix culturel. D'une petite fille de 7 ans ou 8 ans?
Mais une fois de plus, un signe religieux, quand vous portez une kippa, Mais pourquoi là, il commence à dire de 7 à 8 ans, il avait dit moins de 15 ans, et on commence à baisser dans les âges, les gars. Vous vous rendez compte, là? Mais qu'est-ce qu'il dit, là? Mais c'est la même chose, une kippa et un voile sur mais une c'est petite un fille, signe religieux, c'est un Mais signe c'est quoi la religieux. signification? Mais Dominique, c'est quoi la signification excusez-moi, mais quand on met à une petite fille un voile, c'est la même signification que quand un petit garçon porte une kippa? Monsieur Duhamel, nous pouvons décider définitivement de supprimer le voile dans toutes circonstances dans notre pays. C'est pas la question que je vous posais. C'est sur la signification. Mais la signification, personnellement... Donc c'est difficile à dire que c'est un signe d'intégrisme islamiste que de voiler une petite fille de 7 ans ou 8 ans. Mais parce que je crois que vous ne prenez pas en compte le fait que dans certaines cultures... Les amis, on est d'accord que c'est une fake news, non? Ça n'existe pas, une fille qui est voilée à 7-8 ans. Ça n'existe pas. Parce que vous m'avez dit, les amis, que c'est à la puberté. Si, ça existe. Ah ouais? Quasiment pas. Ah, ça existe pour de vrai? Parce que vous m'avez dit vous-même, les gars, que tu portes le voile à partir de la puberté. Oui, c'est ça, je crois, un truc comme ça. C'est hyper rare. On envoie arrêter de faire les aveugles. Les gars, vraiment, je troll pas. Je n'ai jamais vu, et j'habite à Saint-Denis, les mecs, hein. J'habite à Saint-Denis. Je n'ai jamais vu une fille de 8 ans voilée. Je n'ai jamais vu ça, les mecs. J'en ai jamais vu, les gars. Je ne mens pas, les gars. Je ne mens pas. Peut-être qu'on a des images sur Twitter, mais c'est peut-être même pas en France. Mais je n'ai jamais vu ça, les gars. C'est peut-être hyper rare, mais encore une fois, on est sur un truc de 0,1%. Mais... je sais pas. J'en ai jamais vu. Ça veut dire quoi, habiter à Saint-Denis? Non, mais parce qu'à Saint-Denis, il y a un gros contingent de population musulmane à Saint-Denis. J'ai pas peur de le dire, il n'y a aucun problème. Genre, j'habitais à Sarcelles, il y avait aussi pas mal de... Alors, à l'époque où j'habitais à Sarcelles, il y avait beaucoup de juifs. Il y avait beaucoup de juifs et de musulmans à Sarcelles. Donc voilà. Mais moi, c'est pas un gros mot de dire qu'il y a beaucoup de musulmans à Saint-Denis. Je suis très bien avec eux, les mecs, je m'en fous, moi. Religieusement, c'est à partir de la puberté. D'ailleurs, les mecs, je fais une petite parenthèse. Les gars, franchement, les amis, ah là là, tous les jours, je vais le dire. Oh, mais heureusement que je suis pas musulman, arabe musulman, parce que on dépasse un niveau, les amis, c'est n'importe quoi. J'ai retrouvé le tweet. Les gars, on est sur RTL. On est littéralement sur RTL. Donc RTL, la propriété de RTL, c'est pas Bolloré, hein. Je crois que le propriétaire, c'est allemand. C'est allemand, donc c'est un peu centre droit. On est sur RTL. On a posé une question à Manuel Bompard, écoutez bien ce que je vais dire. On a demandé à Manuel Bompard, est-ce qu'il faut reconnaître la Palestine pour apaiser la communauté musulmane en France? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Si c'était sur CNews, bon les gars, CNews, je suis pas choqué. Mais sur RTL, mesdames et messieurs, la maladie mentale sur RTL, on te demande, est-ce que il faut reconnaître la Palestine pour apaiser la communauté musulmane? Mais ça veut dire quoi, apaiser? Ça veut dire quoi, apaiser, bande de fils de pute? Et encore une fois, les gars, je le redis, hein. Je le redis, mesdames et messieurs, je ne mens pas. Je ne mens pas. J'ai fait 3 manifestations pro-palestiniennes. Je ne vois que des blancs. Alors, évidemment qu'il y a des rebeux, les gars, mais la plupart des personnes qui sont dans ces manifestations, ils sont blancs. Ils sont blancs. Je suis désolé, ils sont blancs. Il n'y a pas que des Arabes dans ces manifestations. Donc, vouloir apaiser la communauté musulmane, c'est quoi ces bêtises? C'est quoi ces bêtises, genre? C'est quoi ces menteurs? Mais les gars, je ne mens pas. Je ne mens pas, les mecs. Il y a beaucoup de blancs dans ces manifestations. Je suis sérieux, les gars. Je suis sérieux. Me faire croire qu'il n'y a que des Arabes dans ces manifestations, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Je sais pas, je comprends pas. Blanc et bourgeois. Bon les gars, si c'est des bobos, on s'en bat les couilles les gars. On n'est pas là pour débattre de c'est quoi comme type de gauche. On s'en fout. Mais nous faire croire que c'est que des Arabes qui sont dans les manifestations comme ça, vas-y, c'est n'importe quoi, gros. Tech de types qui ne connaissent rien. Ah, les mecs qui me traitent de menteur, c'est littéralement des mecs qui ne sont jamais allés en manifestation. Donc arrêtez, hein. Arrêtez. Merci Persni pour le sub, merci mon gars. Enfin bref. Rendez-vous, il n'y a aucune limite les mecs. Il n'y a aucune limite les mecs.
Y a plus de limite, les amis. C'est quoi ces questions de trou du cul? À la limite, si c'est CNews, j'aurais dit pourquoi pas. Mais demander, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la communauté musulmane, elle est excitée parce que Macron ne reconnaît pas l'État de Palestine. Mais arrêtez, les gars. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ces questions d'abrutis, vrai? Frère, pardon. On est au-delà des limites. Bah oui, frère. Dans certaines traditions, dans certaines religions, ce n'est pas forcément le signe d'une radicalisation. Ça peut être tout simplement un signe... C'est pour ça que je parle d'une petite fille. Mais je sais bien, mais une fois de plus... Et mon propos ne concerne pas des majeurs qui font le choix de porter le voile. Est-ce que un mineur, dans la religion catholique, dans la religion juive ou dans toute autre religion, qui serait amené à subir une pratique que, par définition, il n'a sans doute pas choisie, est susceptible d'être mis en cause? Je crois qu'il faut savoir garder mesure. Bah ouais, il a raison. Et éviter de tomber dans des dénonciations systématiques. Vous savez, à ce petit jeu-là, nous ne nous arrêterons pas. Bah oui. Et la stigmatisation qui a lieu aujourd'hui sur le voile, j'ai cité tout à l'heure M. Retailleau, qui s'exprime à bas le voile, nous voyons bien qu'il y a la volonté, là, de rentrer dans la vie des gens. La laïcité fixe la règle dans notre pays, et je ne crois pas que nous ayons à aller plus loin. Dominique de Villepin, pour cerner, là encore, votre vision de la laïcité, est-ce que vous étiez favorable et êtes toujours favorable à la mesure qui avait été prise par Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, qui visait à interdire l'abaya? Oui, l'abaya à l'école ne nécessitait pas de loi particulière. À partir du moment où on voit une provocation qui se fait à travers un vêtement utilisé pour manifester dans la République et au sein de l'école, je le comprends parfaitement. Est-ce qu'il faut rentrer Il est contre... Attends, quoi? Il est contre l'idée de rentrer dans la sphère intime, mais par contre, l'abaya, il est pour son interdiction. J'arrive pas à comprendre son positionnement, là. Je sais pas, c'est bizarre. À partir du moment où tu interdis l'abaya dans les écoles, c'est déjà un pied dans l'intimité des filles, genre. À l'école. Non, mais je comprends bien, les mecs, à l'école. J'ai compris, oui, j'ai compris. Mais considérer l'abaya comme une provocation, je sais pas, les gars. On est quand même dans la sphère de l'intime. Désolé, genre. Non, mais j'ai compris, Nélan. J'ai compris, les gars. J'ai compris ce que vous voulez me dire. Mais du coup, vous êtes... À travers ces propos, vous êtes pour l'interdiction de l'abaya, vous? Vous êtes pour l'interdiction de l'abaya, putain. Les mecs, je vous dis la vérité. Ça commence par ça. C'est des petits pas, genre. Ok, c'est à l'école, on va te dire parce que c'est la laïcité, etc. C'est des petits pas. Ils vont interdire l'abaya, ensuite ça va être autre chose, après ça va être encore autre chose. Les gars, c'est bizarre. L'ambiance est bizarre. C'est pour ça que moi je suis pour... Enfin, je suis contre son interdiction. Je suis contre son interdiction parce que c'est la porte d'entrée à des autres interdictions qui vont suivre derrière. Excusez-moi les gars, regardez comment Attal y parle déjà. Attal il a pris cette décision-là, et ensuite 1 an après, parce que je crois que l'abaya c'était 1 an ou 2 ans, peu importe, mais ensuite, il vient te dire aux Parisiens qu'il va interdire le voile pour les mineurs de moins de 15 ans. Ça commence, et ça va s'enchaîner. Et en plus de ça, on a Bardella qui veut littéralement interdire le voile dans les rues, dans l'espace public. Interdire le voile dans l'espace public, mesdames et messieurs. Vous allez voir, c'est que des petits pas, petits pas, petits pas. Ça grignote, exactement. Tel le cancer métastasé. Systématiquement, ça veut rien dire. Dans un combat avec l'islam, avec une religion, je crois que ça nous mènerait à des situations exactement inverses que celles que nous souhaitons. La stigmatisation va conduire à des radicalités, à des comportements que nous ne pourrons pas maîtriser. Vous savez, les signes de révolte que l'on peut manifester, soit politiquement, soit religieusement, sont multiples. Rentrer dans une bataille de ce type, c'est sans fin. Et je sais que c'est aujourd'hui le fonds de commerce d'un certain nombre de partis politiques, d'un certain nombre de responsables politiques. Il a dit fonds de commerce. Mais je ne crois pas qu'il faille rentrer là-dedans. Et vous parlez de Bruno Retailleau, on en parlera dans un instant. Juste avant, une toute dernière question sur ce rapport. Le Qatar est plusieurs fois évoqué parmi les pays qui ont financé l'essor des frères musulmans. Le Rassemblement national demande que l'on revoie la convention fiscale entre la France et le Qatar. Est-ce que ce serait une bonne mesure? Il faut demander à Nicolas Sarkozy, c'est lui Absolument. qui l'a signé. Vous avez tout à fait raison. Vous lui demanderez la prochaine fois, comme vous le savez. Il s'avère que je n'ai pas
pas bâché Nicolas pour le Sarkozy en CERN. face de moi ce soir, mais j'ai Dominique de Villepin. Justement, vous tombez sur la mauvaise personne, parce que moi, je n'ai aucune relation particulière avec le Qatar, je n'ai jamais eu aucun contrat avec ce pays, je n'ai pas joué de rôle en ce qui concerne l'exemption qui a été accordée au Qatar. Et c'est pour ça que je vous pose la question de la pertinence de cette convention fiscale. Analysons. Ouais. Pourquoi pas? Non mais analysons ce qu'il y a dans cette convention fiscale, voyons si elle est justifiée au regard des investissements qui sont faits par le Qatar ou par d'autres pays d'ailleurs. Je crois que de ce point de vue-là, il faut une égalité devant la loi. Il n'y a pas de tabou sur la possibilité de remettre en cause cette convention. La République, vous savez, la République, c'est la République et elle ne se détermine pas en fonction de la couleur de peau, de la religion de tel et tel ou de la localisation géographique. La République est une et indivisible. Dominique de Villepin, vous avez eu des mots très sévères à l'égard de Bruno Retailleau, nouveau président des Républicains. Vous avez expliqué que vous aviez du mal à faire la différence entre Marine Le Pen et lui. Je vous propose d'écouter la réponse du président du Sénat, Gérard Larcher. Sur un certain nombre de sujets, Dominique de Villepin, dont j'ai été le ministre, j'ai du mal à faire la différence avec des propos tenus par l'extrême gauche. Voilà. C'est-à-dire, vous avez l'impression que Dominique de Villepin parle comme sur un certain nombre de sujets, c'est en tous les cas mon sentiment. Vous êtes un homme de gauche, d'extrême gauche, si j'écoute Gérard Larcher? J'aime beaucoup Gérard. Donc, il vous le rend bien, alors. Oui, mais justement. Ouais. Je n'ai pas attendu 71 ans, monsieur Duhamel. Pour entamer une carrière de gauchiste. Pour paraphraser le général de Gaulle. Vous voyez, comme quoi le général a dit des choses qui peuvent durer. Lui, c'était le dictateur, je précise. Oui, mais moi, c'est le gauchiste. Vous n'êtes pas un gauchiste? Éprouvez, monsieur Duhamel, de la compassion pour le meurtre de femmes et d'enfants. C'est être gauchiste. Éprouver une très forte indignation quand je vois l'état de droit dans notre pays ne pas être respecté. Éprouver une très forte colère quand je vois que ceux qui ont vocation à gouverner font tout autre chose que gouverner. Lançant un jour des polémiques sur le voile, un autre jour d'autres polémiques. Mais, monsieur Duhamel, dans notre pays, l'insécurité augmente, la criminalité augmente, 3 300 milliards de dettes, des faillites d'entreprises en voilà. Et que fait le gouvernement? Et de quoi parlons-nous? Voyez-vous, monsieur Duhamel, toutes ces questions, elles ont bon dos. Elles sont faites pour qu'on ne parle jamais de l'essentiel. C'est tellement plus facile quand vous êtes ministre de l'Intérieur d'aller divertir les gens avec l'étranger, l'immigré. Il a tout compris, les gars. Putain, il est fort, hein. Il est fort, il a tout compris, les gars. Il parle comme moi, hein. Il a dit ta phrase d'Ofla en voiture, en voilà. Il a dit ma phrase. Il parle comme moi, les mecs, au final. Mais il a raison, les gars. Il est là pour nous divertir. Il est là aussi pour nous... on rentre dans son illusion, en fait, les mecs, en quelque sorte. Hein. On est dans l'illusion de Monsieur Retailleau. C'est lui qui décide de quoi va-t-on parler cette semaine. On est lundi. Ce sera quoi la polémique ce matin? Ce matin, il a fait sa conférence de presse. Il a parlé, évidemment... Il a parlé évidemment de son rapport. Il prolonge en quelque sorte cet arc-là. Peut-être que mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il va encore en parler. Les gars, c'est lui qui dicte le narratif. Hein. Et les journalistes, ils sont là à décider, à se dire... Ah, Retailleau, il a parlé de ça. Ok, on va continuer. On va inviter De Villepin. Ils ont invité Marion Maréchal, justement, aujourd'hui, pour parler du rapport. Les gars, c'est une boucle sans fin. C'est Retailleau qui décide du narratif en ce moment, là, les mecs. Hein. C'est fou, hein? Plutôt que de faire son boulot. Moi, je demande à monsieur Retailleau de faire son boulot. Mais vous êtes encore un homme de droite Monsieur Retailleau. Est-ce que vous êtes encore un homme de droite? Parce que vous êtes effectivement la sévérité vis-à-vis de Bruno Retailleau. Voilà, vous mettez en cause son bilan, son inaction. Enfin, c'est vrai que vous parlez avec parfois les mêmes mots et la même intensité pour condamner ce bilan que des personnalités de gauche ou de la France Insoumise. Mais moi, je parle du bilan en regardant les chiffres, en regardant les résultats. C'est pas être de droite et de gauche. Mais vous êtes encore de droite ou pas? Mais ce n'est pas être de droite. Moi, je suis gaulliste, je l'ai toujours été et je le reste. Avec un souci, monsieur Duhamel, d'un mot qui n'est jamais employé dans la vie publique. L'intérêt général, le bien commun. Est-ce que le bien commun et l'intérêt général sont de droite et de gauche? Voyez-vous, c'est aujourd'hui ça, le vrai sujet. Or, gouverner, personne n'en parle. Nous faisons tout aujourd'hui dans le désastre qu'est l'économie française. Dans la situation de notre République, nous parlons de tout, sauf de l'essentiel.
Ça, voyez-vous, c'est inacceptable. Et je vois comment on peut devenir rapidement populaire dans notre pays. Monsieur Retailleau, il y a 8 mois, qui le connaissait? Personne n'avait jamais entendu parler de Bruno Retailleau. Oh, t'abuses quand même, t'es un peu sévère, hein. Retailleau, on l'a connu quand il y avait la réforme des retraites et à cause de lui et de son parti de merde, ils ont pas voté la réforme des retraites, c'est pas passé à quelques voix. On le connaissait un petit peu à ce moment-là. Mais avant ça, les mecs, c'est vrai qu'avant ça, avant la réforme des retraites, il avait zéro buzz. Il avait zéro buzz, il a pas tort. Bah après, il a abusé sur la temporalité, les mecs, hein, parce qu'il a dit il y a 6 mois. Il a un peu abusé. Il a un peu abusé, mais je vous l'accorde, je vous l'accorde, je vous l'accorde. C'est quoi être gaulliste en mots simples? C'est vouloir une France forte, indépendante, unie et souveraine, avec un État solide au service du peuple, l'indépendance nationale, dépendre de personne, ni des États-Unis, ni de l'URSS à l'époque, ni d'aucune puissance étrangère, une armée forte avec une dissuasion nucléaire, une politique étrangère autonome, genre sortie de l'OTAN en 1966, l'unité du pays, donc on met l'accent sur la République unie, enfin une et indivisible, au-dessus des partis, un État fort mais juste, ok, un chef responsable avec un président fort qui prend ses responsabilités devant le peuple avec une vision à long terme, ok, un pouvoir exécutif fort mais légitime, ok. Et le peuple avant les partis. Charles de Gaulle se méfiait des partis politiques trop divisés et trop puissants. Il croyait en la primauté du peuple au-dessus des querelles partisanes. Ok. Merci de la précision. Ok. Donc là, président, oui bon. Vraiment, j'ai 0,0% de chance d'être président, les gars. Retailleau. Il est devenu ministre. Voilà. Visiblement, les Français considèrent qu'il fait bien son travail. En tout cas, il a été bien son travail. Je ne sais pas. En tout cas, il a été moi, élu président des Républicains. Il est populaire. Moi, je vous le dis. Ouais. N'est pas Sarkozy qui veut. Et venant de vous, et venant de moi, ça veut dire ce que ça veut dire. N'est pas Sarkozy qui veut. Donc moi, j'attends. Ouais. C'est quoi? C'est un sous-Nicolas Sarkozy, Bruno Retailleau? Vous allez me parler tout à l'heure de campagne présidentielle, que M. Retailleau pourrait être mon adversaire. Soyons sérieux, soyons sérieux. Quand M. Retailleau aura marqué des points pour l'équipe de France, alors on pourra éventuellement parler d'une telle hypothèse. Voilà, moi, j'en ai assez de ces candidats, de ces ambitions qui sont nourries par les sondages et par des bulles totalement artificielles. Vous avez jamais eu d'ambition vous-même, Dominique de Villepin, quand vous étiez à Matignon pour être candidat à l'élection présidentielle? Moi, il se trouve que quand j'ai quitté Matignon, le chômage était descendu en dessous de 8%, il était à 10% quand je suis arrivé. La dette française avait descendu à 64%. Les déficits étaient descendus à 2,5%. Et nous étions dans la même situation, voire meilleure que l'Allemagne. Et la richesse des Français et des Européens était la même à l'époque que les Américains. Et vous n'étiez pas en capacité de vous présenter à l'élection présidentielle après avoir mis des centaines de milliers de gens dans la rue en ayant voulu mettre en œuvre le contrat de première embauche? Non, c'est pas du tout ça. Ah bon? C'est tout simplement parce qu'il n'a jamais été question, Monsieur Duhamel. Vous êtes jeune. Il n'a jamais été question de À l'époque, vous étiez en culotte courte, mais vous êtes à l'époque. Vous savez, je n'ai jamais. C'est pas parce que j'étais en culotte courte que ou alors ça m'empêche d'avoir un peu de mémoire. Ceux qui vous ont raconté l'histoire vous l'ont mal raconté. Ah oui? À l'époque, je n'ai jamais été candidat. Jamais. Et vous vouliez l'être? Mais à aucun moment, puisque la condition. Mais c'est un ouf, lui, wesh. En culotte courte, c'est ça. On te dérange pas, Dominique de Villepin, au calme, mon gars. Vous ne vouliez pas être candidat à l'élection présidentielle en 2007? La condition de mon acceptation à devenir Premier ministre, quand Jacques Chirac m'a proposé de devenir Premier ministre, c'est que je renonçais au fait d'être candidat à l'élection présidentielle. Moi, je me suis entièrement consacré à ma tâche de Premier ministre. Il n'a jamais été question. C'est une histoire qui a été racontée après par Nicolas Sarkozy pour crédibiliser le fait que j'aurais pu lui en vouloir et l'empêcher, lui, de devenir président. Donc vous n'avez jamais eu aucune ambition présidentielle? Je n'ai jamais été candidat à l'époque. Voilà. Nous sommes, Monsieur Duhamel, nous sommes 20 ans plus tard. Oui, ça ne va pas échapper. Voilà. Juste une question sur, au fond, pour là encore essayer de vous situer, puisque les uns vous créditent d'être d'extrême gauche, d'autres. S'il y avait un second tour entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, quel est pour vous le plus grand danger pour la République? Oh putain. Il y a une échelle de Richter des dangers pour la République. Oh putain. Je suis personnellement convaincu que ce n'est pas ce qu'il faut pour la France. Et s'il y avait un second tour comme celui-là? Mais je ne
ne me faites pas faire des scénarios et choisir entre 2 scénarios qui... En vrai, c'est une bonne question, les gars. En vrai, c'est une très très bonne question. Putain, il va pas répondre, les gars. Il va pas répondre. Pour moi, ne sont pas ceux de l'intérêt de la France. Donc, ça ne correspond ni dans un cas à ce que je souhaite, ni dans l'autre. Donc, moi, je suis un républicain convaincu et j'entends me battre pour les idées qui sont les miennes. Et faire en sorte surtout que nous cessions de penser la République comme si tout ça était un jeu. Voyez-vous, moi, ma conviction, c'est que depuis 2007, nous n'avons plus de président de la République. Depuis 2007, nous n'avons plus de président de la République. Nous avons des... Attends, il a dit 2007 ? Non, il a dit 2017. Depuis 2017, on n'a plus de président. Putain, c'est fort comme mot quand même. Présidents qui tous agissent comme des premiers ministres. Et je pense qu'il faut revenir 2007 à un président de la République qui soit à la fois l'inspirateur de la politique, en même temps le garant de la continuité de l'État, et en même temps l'arbitre. Donc quelqu'un qui est au... Bah les gars, il a exactement dit ce que j'ai dit à 5 minutes, la définition du gaullisme. Voilà, il veut un président, un super président, genre, lui c'est tout ce qui l'intéresse. Ok, putain ok, c'est un mec, il a une colonne vertébrale ce mec-là. Hein. Il a une colonne vertébrale, hein. Au-dessus des clivages partisans. La République des partis, vous voulez savoir si je suis de droite et de gauche. Je n'ai jamais joué le jeu de la République des partis. Je suis au contraire pour que la République soit une République qui soit capable de s'élever au-dessus des partis. Et la République, et c'est son malheur, elle est en train de perdre et la raison et son cœur. Nous sommes en train de nous éloigner de ce qui fait notre patrimoine national, un héritage humaniste, un héritage universaliste, un héritage de gens qui se soucient. Salut, je viens d'arriver, quelqu'un peut me dire qui c'est Dominique de Villepin? C'était l'ancien Premier ministre et ancien ministre des Affaires étrangères. Voilà, c'est écrit juste ici. Il était sous le gouvernement... Non, pas gouvernement, c'était son gouvernement. Il était sous la présidence de Jacques Chirac. Voilà. Souci des problèmes du monde, et en particulier des problèmes de la planète. Le réchauffement climatique, on voit bien aujourd'hui, tout le monde s'en fout. La jeunesse. Mais moi, je suis d'accord avec toi, Moukat, hein. Je suis d'accord avec toi. Alors, c'est pour ça que j'ai hâte d'être à 2027, parce que supposons les mecs, supposons que Dominique de Villepin, il fait une candidature comme ça, peut-être de témoignage pour montrer ses idées, etc., qu'est-ce qu'il veut pour la France, ça passe par des meetings. Mais imaginez-le en meeting, les mecs. L'aura qu'il doit avoir. Alors, je suis pas là pour bander sur Dominique de Villepin, les mecs, hein. Je dis pas ça, hein. Je dis que simplement, ça doit être un bon orateur. Un bon orateur devant un public. Parce qu'on l'écoute que à la télévision, au final, les mecs, hein. Mais imaginez devant un pupitre avec 500 personnes en face de lui. Non. Est-ce que tu iras à ces meetings? Non, mais j'écouterai ces meetings parce que, en dehors de la question de Gaza, je pense que les personnes qui participeraient à ces meetings aimeraient savoir qu'est-ce que Dominique de Villepin veut pour la France. Qu'est-ce qu'il veut pour les Français? Qu'est-ce qu'il veut pour son peuple? Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, évidemment, s'il fait un meeting pour parler de la Palestine, bon, c'est important, mais je pense que les Français veulent autre chose qu'un Dominique de Villepin qui parle que de diplomatie. Tu vois ce que je veux dire? MDR, il va à aucun meeting. Est-ce que j'ai fait un meeting dans ma vie, moi? Non, j'ai jamais participé à un meeting. Non, jamais fait ça, moi. Non. Inquiète pour son avenir, elle est inquiète pour la planète. Et tous les jours, on voit disparaître l'écologie de la scène publique. Mais Dominique de Villepin, là, pardonnez-moi, et vous allez encore dire que je ramène ça aux questions de politique et d'agenda, mais là, vous dépeignez ce soir, vous dites il n'y a plus de président depuis 2007, il faut un président arbitre. Au fond, c'est un programme de candidats qui a une vision très claire de ce que doivent être les institutions de la Ve République que vous nous donnez ce soir. Mais j'ai une idée très claire des institutions de la Ve, et je vous l'ai dit, je crois que c'est sur ce plateau, je mènerai les combats que j'estime devoir mener. Nous sommes à 2 ans d'une élection présidentielle. Moi, ce que je dis pour M. Retailleau... Donc cette fois, vous serez peut-être candidat, là vous dites qu'en 2007, vous n'avez jamais souhaité l'être. Et c'est pour cela que je dis à M. Retailleau, ministre de l'Intérieur, faites votre travail. Et je dis pas ça pour lui faire un croc en jambe. Non, je dis ça pour l'encourager à faire son métier. Parce que c'est ça qu'attendent les Français. Donc moi, je ne suis pas dans la politique politicienne quand je critique le ministre de l'Intérieur. Non, mais sur Bruno Retailleau, il y a des comportements... Quand tu viens sur l'île d'Ofla, dis-moi, je t'offre ton tacos et ton ticket de transport de bus. Vas-y, toi, s'il te plaît. Que je n'accepte pas. Et, vous avez même j'ai été élevé à l'école
du service de l'État. Et je vois aujourd'hui un certain nombre d'hommes politiques qui arrivent des partis politiques et qui n'ont pas le respect de l'État. Mais j'ai été frappé de cette phrase contre Bruno Retailleau. Vous avez dit à son sujet, la politique, ça se fait pas en amateur. Est-ce que quand on a... C'est pas tout à fait la phrase que j'ai dit. Ah, écoutez, mais c'est pas tout à fait la phrase que j'ai dite. Non, j'ai parlé d'amateurisme, mais bon, peu importe, je l'assume tel que vous l'avez dit. Écoutez, la politique, ça ne se fait pas en amateurisme. Quand on ne s'est jamais soumis au suffrage des Français, qu'on a effectivement quand on a eu des responsabilités, mis des Français dans la rue, est-ce que vraiment on peut donner comme ça des leçons à Bruno Retailleau? Mais what, la question de fou! Quand on a consacré toute sa vie au service de la France, quand on s'est levé chaque matin de sa vie en se posant la question comment on peut faire en sorte que ce pays aille mieux? Comment on peut faire en sorte de répondre à la souffrance de nos compatriotes devant la situation économique, devant la situation sociale, devant l'écrasement des services publics? Eh bien, j'estime qu'on a suffisamment alors de capacité pour proposer un autre chemin pour la France. Vous avez raison, je n'ai pas été élu. Et je n'ai pas été élu pour une raison simple. C'est que dans tout mon parcours politique, je n'ai jamais pensé à moi. J'ai pensé à une seule chose. Être candidat à une élection, c'est se soumettre au suffrage des Français, c'est penser à un moment donné, il faut être... à un moment donné, il faut être désireux d'être sur l'affiche. Donc vous êtes, si je comprends bien, Dominique de Villepin, vous êtes totalement désintéressé, sans le moindre ego, sans le moindre narcissisme. Je suis engagé. Une partie des responsables politiques. Je me suis engagé en politique avec Jacques Chirac pour servir la France et servir l'idée que je me faisais de la France. Ma seule boussole a été le service des Français. Alors effectivement, il y a un moment où vous constatez que vous avez beau faire, vous avez beau dire, il faut peut-être retrousser ses manches et faire davantage. Mais ma conviction a toujours été l'idée du service de la France. Cela a été ma boussole depuis toujours. Dominique de Villepin, vous êtes aujourd'hui à la tête de Villepin International, une entreprise de conseil. Est-ce que vous considérez que ce travail, qui est votre travail aujourd'hui, c'est un handicap en vue de vos éventuelles ambitions politiques? Est-ce que le fait d'avoir une expérience en dehors du public, en dehors de la politique, c'est un handicap? Ça veut dire que tous les Français n'auraient jamais vocation à s'intéresser à la politique ou à en faire. Mais tous les Français, Dominique de Villepin, n'ont pas, puisque c'est d'ailleurs le nom de votre entreprise, Villepin International, une entreprise de conseil, notamment à l'échelle internationale. Est-ce qu'à un moment donné, si on a vocation à être responsable de la politique diplomatique, on n'est pas en porte-à-faux à partir du moment où des entreprises étrangères, peut-être des pays, ont fait partie de vos clients? Je ne travaille avec aucun pays, donc rassurez-vous de ce côté-là. Et entreprise proche de certains régimes? Villepin Industrie, je te jure. Le nom de sa boîte me fume. Aucune entreprise proche dans sa relation avec moi. Je ne suis pas concerné pour cela, puisque je me contente de donner des conseils. Je ne fais pas de lobbying. Quand je n'accompagne pas. On est payé pour ça, Dominique de Villepin. Oui, mais moi, je ne suis pas payé pour ça. Ah bon, mais vous êtes moi, je suis payé pour donner des conseils. Oui, c'est ce que je dis. Et les conseils n'engagent absolument pas ma personne. Oui, mais donc il y a bien des clients et un bénéficiaire de ces conseils. Oui, mais je ne suis pas lié à ces clients. Ces clients, ils vous ont payé. Oui, et alors? Donc ça veut dire qu'il peut y avoir, si on se retrouve à un moment donné en position d'exercer le pouvoir, peut-être, je ne sais pas, un risque de conflit d'intérêt, non? Mais aucun conflit d'intérêt, pourquoi? Pourquoi? Elle pue sa mère, sa question, mais il veut dire quoi en fait là? Je comprends pas. Je comprends pas la question non plus, les mecs, je comprends pas. Aidez-moi le chat, aidez-moi parce que j'ai l'impression qu'il est en train de se faire piéger. Il y a une légitimité dans la question de Monsieur Duhamel. Conflit d'intérêt. Ah, on parle de ça? Bah pourquoi il y aurait conflit d'intérêt, genre? Il est client, enfin les personnes payent et ensuite relasse. On passe à autre chose, non? Il est perdu, Duhamel. Je comprends pas où est-ce qu'il veut emmener en fait de Villepin. C'est quoi la réponse qu'il attend, genre? Si on a été payé par des entreprises qui sont proches de tel ou tel régime. Mais j'ai rendu un service, j'ai donné des conseils. Oui, mais pas gratuit, je ne dois rien à personne. Je ne dois rien à personne. Il est payé par le Qatar. Tu peux le prouver, mon gars Fianso, ou pas? Tu peux le prouver qu'il a été payé par le Qatar ou pas? Parce qu'à chaque fois, il répète qu'il n'est pas financé par le Qatar. Mais toi, sur tes grands chevaux, tu dis qu'il est payé par le Qatar. Tu peux le prouver ou pas? Parce que si t'arrives pas à le prouver, chaque lettre comportant ta phrase « il est payé par le Qatar », c'est 1 jour de ban. C'est bon ou pas? Après, si t'arrives à le prouver, bien joué à toi.
Mais si t'arrives pas à le prouver, on fait quoi? Chaque lettre, j'ai bien dit chaque lettre, c'est 1 jour de ban. C'est bon ou pas? Donc j'attends. Merci Dofla, t'es un bon juriste. Non, parce que vous mettez des messages de merde comme ça. Vous mettez des messages de merde comme ça. À un moment donné, il faut attraper vos vestes. Moi, j'aime pas les fake news, les mecs. Je n'aime pas les fake... Ah, c'est le... Vous voyez, les gars? Est-ce que vous voyez? Vous voyez ou pas? En 1080p. Mesdames et messieurs, en 1080p, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Ah là 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 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Je vais arrondir à 20 parce qu'il y a le E accent aigu. Voilà, il y a le E accent aigu, donc 20 jours de ban. C'est bon? C'est bon. Et j'ai soigneusement veillé à ne jamais... On n'aime pas les fake news, mon gars. ...exercer mes conseils en liaison avec ce qui a pu être mon ancienne casquette, c'est-à-dire des responsables en France ou des responsables en Europe. Donc, à aucun moment, je me suis retrouvé dans cette situation de conflit d'intérêts dont vous parlez. En plus, ce qui m'énerve le plus, hein, c'est qu'il met les mots LUL, je t'aime Dofla, sale fils de pute, tu vas prendre 50 jours de ban, c'est bon ou pas? Parce qu'en plus, il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule en plus. 50 jours en heure, ça fait combien? Non, non, à un moment donné, je suis pas un bouffon, moi. 1200 heures, parfait. 1200 heures, c'est parfait. Non, faut arrêter de me prendre pour un con. T'as pas prouvé, tu prends ton ban, c'est bon ou pas? Eh, c'est une dinguerie, frère. 3 et 3, c'est pas la fête aux orties ici, hein. Pourquoi j'arrive pas à écrire son pseudo, putain? Allez, c'est bon. Eh, c'est... pas de fake news, mon gars. Par souci de transparence, Dominique de Villepin, par contre, oui, monsieur Duhamel, pour ceux qui nous regardent ce soir, l'expérience du monde, ouf, elle est utile. Et si j'ai un conseil à donner à nos dirigeants politiques, en tout cas à ceux qui ne se sont pas beaucoup intéressés aux problèmes du monde tout au long de ces années, on ne peut pas diriger la France, en tout cas pas être président de la République. On a eu un certain nombre de présidents qui ont découvert le monde en arrivant à l'Élysée. Je ne crois pas que ça les ait beaucoup aidés à comprendre. Belek Dofla à défendre de Villepin, on va te prendre pour un droitard. Les gars, j'ai dit un truc simple. Si tu me prouves qu'il est financé par le Qatar par un article, moi j'ai pas de problème avec ça. Mais de balancer une phrase comme ça, comme si j'allais pas la voir, parce que moi j'aime bien interagir avec vous, et en plus de ça, il n'y a pas de source journalistique, etc. Et de balancer ça comme ça, va te faire foutre, mon gars, va te faire foutre. Et ils ont parfois même fait des erreurs graves. Donc je pense que connaître le monde, c'est un atout. Connaître l'entreprise, c'est un atout. Connaître la vie, c'est un atout. Je dis ça pour les moins de 30 ans qui pourraient être tentés d'être candidats à l'élection présidentielle. Je crois que c'est pas... Le fait que De Villepin ait touché des thunes de tel ou tel peut remettre en cause son impartialité s'il a des fonctions publiques par la suite, CF, conflit d'intérêts. Eh les gars, vous savez un truc? Moi, le délire de conflit d'intérêts, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Merci Greg pour le sub, excuse-moi mon frère. Faut arrêter de nous prendre pour des cons parce que dans la République, là maintenant tout de suite, dans ce gouvernement-là, combien de membres du gouvernement ont été attrapés pour des conflits d'intérêts? Je crois que Aurore Berger, il y avait un délire comme ça, non? Aurore Berger, McKinsey, Macron, tout ça, genre, il y a déjà des conflits d'intérêts en soi, genre. Il y a quand même des trucs bizarres, non? Elle a menti sous serment, exactement. Le truc des crèches, voilà, exactement, c'est ce que je cherchais les mecs. C'était les crèches. C'était les crèches. C'était les crèches. Donc il y a un problème. Donc attraper la veste de Dominique de Villepin parce qu'il y a une potentialité, il y a un potentiel conflit d'intérêts si le mec il est au pouvoir. Alors déjà de 1, il est pas encore au pouvoir, donc arrêtez vos hypothèses de merde. De 2, c'est déjà le cas actuellement. Et vous avez jamais attrapé la veste des gens. Genre Aurore Berger, personne n'a attrapé sa veste. Non, je crois que c'était Maud Bréjon. Maud Bréjon ou Aurore Berger, je sais plus les mecs. L'une ou l'autre, genre c'était l'une ou l'autre. Personne n'a fait un direct. Madame, est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts ou je ne sais pas quoi? Mais quand c'est Dominique de Villepin, on attrape sa veste directement. Me traitez pas de suceur, les mecs. Me traitez pas de suceur, je dis juste qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Il y a 2 poids, 2 mesures. Il y a des trucs bizarres qui traînent dans ce gouvernement, les mecs. C'est bizarre, les gars. C'est trop bizarre, gros. Un hasard. Ouais. Macron et Uber, c'est vrai. Macron et Uber, les mecs. Uber. C'est vrai. Il a aidé à l'implantation de Uber. C'est vrai. Et merci les poucaves du chat, hein, parce que c'est pas... je l'ai banni 1200 secondes et c'est pas 50 jours. Merci les poucaves, je vais rectifier le tir. Attendez, je vais rectifier ça.
si le général de Gaulle avait l'âge qu'il avait quand il est arrivé au pouvoir, si François Mitterrand avait l'âge qu'il avait, si Jacques Chirac avait l'âge qu'il avait. C'est difficile d'être président de la République. Il faut beaucoup d'apprentissage. Ah, c'est 4 milliards de secondes, putain, wesh. Et beaucoup d'expérience. C'est pour ça que je ne vous dis pas aujourd'hui que je suis candidat, parce que j'estime que c'est un long chemin. Il y a 2 ans avant. Mais ce chemin est comment dire, est devant vous. Mais simplement par souci de transparence vis-à-vis de ceux qui nous regardent ce soir, qui sont vos clients? Avec qui est-ce que vous travaillez? Mes clients. Il va pas leak ton... Mais c'est une dinguerie la question. Il va pas leak son portefeuille, on est où là? Il va pas leak son portefeuille? Mais c'est quoi ça? C'est une dinguerie. Il est encore là-dessus le mec, il veut pas lâcher la question genre. Les clients sont des entreprises. Il est fou, internationales? Pas toujours. Notamment? Ou dans des pays. Mais quel pays, par exemple? Surtout des entreprises françaises, en l'occurrence travaillant vers l'international. Ouais. Et donc, ce sont des entreprises qui n'ont aucune caractéristique d'un lien avec des États et qui pourraient hypothéquer ma propre liberté. Mais dans quel pays étranger, par exemple? Mais dans quel pays étranger? Pas dans les pays que vous soupçonnez, monsieur Duhamel. C'est-à-dire, vous soupçonnez... Mais attends, ils soupçonnent des pays musulmans? Des États du Golfe, il n'y en a pas. Ah voilà, putain, tu vois. Mais c'est une dinguerie quand même. Mais Duhamel, il est fou, quoi. Mais la question, elle est tellement orientée, les mecs. Elle est tellement orientée. Mais c'est un malade mental, c'est vrai, moi, je vous demande précisément, puisqu'il y a une sorte de... Je vous le dis. Ça revient régulièrement. Mais alors, avec quel pays, par exemple? Avec quelles entreprises étrangères est-ce que vous travaillez? Mais je ne travaille pas aujourd'hui avec des entreprises étrangères autres que des entreprises ayant pignon sur rue et tout à fait conformes. Par ailleurs, monsieur... Mais l'idée n'est pas de parler de la conformité, l'idée est de savoir, là encore, en souci de transparence, monsieur Duhamel, avec quel pays est-ce que vous travaillez? Mais donc, vous ne souhaitez pas le dire. C'est quoi? Il y a une sorte de confidentialité. J'analyse le monde. Ouais. Je donne des conseils sur les évolutions du Sud global, la situation en Asie, l'évolution de l'Amérique latine. Mais vous pouvez nous donner un exemple, par exemple, d'une entreprise étrangère avec laquelle vous travaillez? Mais, monsieur Duhamel, par définition, je suis tenu par la confidentialité de contrats qui m'interdit. Il n'y a pas de métier de conseil. Il n'y a pas une personnalité. Demandez à monsieur Alamin quelles sont les entreprises pour lesquelles il travaille. Je ne crois pas qu'il veuille être président de la République, non, mais moi, je n'aurais aucun problème, monsieur Duhamel, à faire une totale transparence sur toutes mes activités si je devais être président de la République. Aucun problème. Donc, quand vous déciderez ou si vous décidez d'être candidat, à ce moment-là... T'as Rachida Dati récemment qui avait mal déclaré son patrimoine, etc. Personne n'attrape les vestes de ces mecs-là. On fait croire à Dominique de Villepin que ses clients, c'est des pays du Golfe ou des pays musulmans, je sais pas quoi. Vas-y, frère. Gros. C'est trop une dinguerie. Donc là, il y a eu des articles. Ça sert à rien de me DM, Fianso, hein, c'est trop tard, hein. C'est pas quand je t'ai ban que tu décides de trouver des articles, hein. C'était avant qu'il fallait faire ça. Et en plus, tu te fous de ma gueule comme si j'étais un petit bouffon des bas des quartiers. Casse-toi, frère. De Villepin, il fera un bon président. Calmez-vous, les suceurs. Calmez-vous, les suceurs de Villepin. Calme. Doucement, le chat. Parce que c'est vrai qu'on l'écoute beaucoup sur mes streams. Et j'ai l'impression que plus je donne du gaz à Dominique de Villepin, plus vous commencez à l'apprécier. Ça me rappelle l'époque où plus je streamais Hanouna, plus vous commencez à apprécier Hanouna. Ah non, je crois que ça marche pas en fait. Non, je crois que par ma faute, vous avez vraiment détesté Hanouna de baiser, genre. Non, je crois que c'est... Non, mauvais exemple en fait. Non, mauvais exemple. On saura tout sur avec qui vous avez travaillé. Mais je n'ai, monsieur Duhamel, rien à cacher. Par contre, ce que je sais, c'est que la suspicion, la calomnie ou la peau dure, c'est difficile de répondre à ça. Peut-être que l'opacité alimente les rumeurs. Mais il n'y a pas d'opacité. Il y a tout simplement l'exercice d'un métier. On ne sait pas qui sont vos... Mais vous ne savez... Qui sont vos clients. Mais vous ne savez pas qui sont les clients d'aucune société de conseil, monsieur. Mais là encore, vous voulez faire de la politique et vous faites de la politique et vous avez... vous faites des interviews, donc vous n'êtes pas, comment dire, un citoyen comme un autre, si j'ose dire. Mais voyez les gars, ça c'est extrêmement dangereux. Ça, c'est extrêmement dangereux comme question parce que supposons par exemple que Dominique de Villepin, il avait répondu les pays que je conseille, c'est les États-Unis. On dit n'importe quoi, hein, entreprise américaine, peu importe. Là, Duhamel, il aurait rien dit, tu vois. Mais s'il avait dit l'Arabie Saoudite ou le Qatar ou un autre pays du Golfe qui marche très très bien, comme par exemple aussi comment il s'appelle ce petit pays où c'est un roi qui le dirige le sultanat d'Oman, je crois que c'est Oman ou Oman, ou le Bahreïn, voilà, quelque chose comme ça, peu importe. Ils auraient quand même trouvé quelque chose à dire, les mecs. Bahreïn, oui, Bahreïn aussi. Ils auraient quand même trouvé quelque chose à dire. C'est pas une dinguerie, les mecs. On dirait maintenant que le nouveau narratif, c'est que tous les pays du Golfe, tous
tous les pays islamiques, tous les pays musulmans à forte population musulmane, c'est potentiellement un pays à problème. C'est pas une dinguerie quand même. Ah, on dit pas le Bahreïn, on dit Bahreïn. Ah, pardon, excusez-moi les gars, excusez-moi les gars, c'est bon, le Bahreïn, excusez-moi. Non, c'est trop une dinguerie, franchement, c'est tellement dangereux. Mais Duhamel, c'est quoi cette question? Genre? What the fuck? On dit le Bahreïn? Bon, mettez-vous d'accord, wesh. On dit le Bahreïn ou Bahreïn? Oh! Mettez-vous... Bahreïn, ok, c'est bon, Bahreïn, on va rester sur Bahreïn. Monsieur Duhamel, si je donne le nom d'un client avec lequel je suis lié, un client français avec lequel je suis lié par un contrat, alors qu'il y a des clauses de confidentialité, je romps cette clause. Voilà, c'est tout. Donc je ne suis pas en situation de le faire aujourd'hui. Réponds bien. Deux questions encore, Dominique de Villepin. La première, vous ne direz pas ce soir, ou alors ce serait un scoop si vous avez décidé d'être candidat ou pas. Mais je crois que je vous ai répondu, on peut passer à une autre question. Non, mais sur le calendrier, à quel moment est-ce que vous vous déciderez? Vous dites qu'il reste effectivement 2 ans. Quand les Français se préoccuperont de la présidentielle, pour le moment, ils se préoccupent de leur fin de mois, ils se préoccupent de leurs difficultés. Et donc ça, c'est quand? C'est quoi? C'est début 2026 Vous verrez comme moi, monsieur Duhamel, vous le verrez comme moi, je ne vais pas vous donner la date et l'heure. Mais en tout cas... Ça, c'est intéressant comme réponse. Parce que si Duhamel avait posé la question à Zemmour, il aurait répondu « Je me lancerai quand les Français seront préoccupés par leur identité ». Mais lui, de Villepin, il a répondu « Les Français se préoccupent de leur pouvoir d'achat, de leur fin de mois ». Intéressant sa réponse, hein. Intéressant, tu vois. La réflexion avance. Pas mal. Monsieur Duhamel, vous ne croyez pas qu'on a, a passé un peu trop de temps sur Non, je crois pas. Et je crois qu'on a assez longuement parlé de diplomatie. J'ai une dernière question à vous poser, Dominique de Villepin. Est-ce que vous vous sentez capable d'être président de la République? C'est une vraie question. Et cette question, je me la suis posée depuis des années. C'est très difficile. Et je l'aborde avec beaucoup d'humilité. Et c'est sans doute aussi pour cela que ce n'est pas facile de franchir le pas. Donc vous n'êtes pas sûr d'être capable? Il ne s'agit pas seulement d'être capable. Il s'agit de tenir un engagement vis-à-vis des Français dans la capacité à apporter des réponses à leurs attentes, des réponses à leurs difficultés. Vous savez, ça fait trop de décennies que les Français ont été trompés, que les attentes n'ont pas été tenues. Et donc, je ne vois pas comment, en 2027, un président pourrait aller à cette élection présidentielle animé d'une simple ambition. On ne parle pas de soi-même. Moi, je n'ai pas besoin d'être président de la République pour réussir ma vie. Donc, c'est pour servir les Français et pour avoir la certitude que ce que je ferai pour eux permettra d'ouvrir un certain nombre de possibilités pour eux et pour leurs enfants d'un avenir meilleur. Et voyez-vous, j'eusse aimé que dans les derniers mandats, cette question, ceux qui ont brigué la présidence de la République, cela soit davantage posé, parce que nous n'en serions pas là. Derrière, c'est l'idée même que nous nous faisons de la démocratie qui est en cause. C'est la capacité que l'on a à tenir la promesse de la République. La République, elle est exigeante. Et on n'est pas candidat à l'élection présidentielle par ambition personnelle, j'entends. On est candidat quand on sait qu'on a les moyens, la capacité, la détermination pour changer les choses. Et ce n'est pas quelque chose que l'on fait comme cela à la légère. Merci Dominique de Villepin d'être venu nous voir ce soir. Non, franchement, l'interview, les mecs, j'ai kiffé.